Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des dysfonctionnements du système immunitaire. Donc, on va parler de ce qui peut mal tourner quand votre système immunitaire s'emballe un peu trop. On va voir que oui, notre système immunitaire peut nous être très utile, il nous sauve la vie à plus d'une occasion, mais de temps en temps, ben, il nous joue des tours, puis des fois, les problèmes qu'il nous cause ne sont pas nécessairement la fin du monde. Okay? Quand vous avez une allergie au poil de chat, c'est pas si pire que ça. Par contre, si vous avez ou développez une maladie auto-immune qui peut mettre en danger votre vie, ok, ben là, ça va être pas mal plus compliqué. Donc, allons voir les principales catégories ok, de dysfonctionnement du système immunitaire. Le premier groupe, ok, ou le premier type de dysfonctionnement, c'est ce qu'on appelle les hypersensibilités. Puis les hypersensibilités sont elles-mêmes subdivisées en quatre. Ok? On va les voir dans quelques instants, les quatre types d'hypersensibilité. L'hypersensibilité la plus facile ou la plus connue, vous pouvez l'écrire sur la petite ligne qui est là, ce sont les allergies. Okay? D'ailleurs, ce que vous voyez dans le dos de cette personne-là, okay? C'est un test, okay? Ce qu'on appelle le prick test. Donc, on vérifie quelles sont les molécules qui rendent la personne allergique. Okay? D'habitude, okay, et un de mes fils a déjà fait des tests comme ceux-là, on va faire des tests seulement sur l'intérieur de l'avant-bras. Mais, okay, je ne sais pas ce qui arrive avec ce type-là, mais on a fait plus d'une cinquantaine là, de tests différents. Okay? Donc, souvent, ce qu'on va faire, okay, c'est qu'on va injecter sous la peau une molécule allergène. Donc, on pourrait, par exemple, injecter le pollen d'une plante, d'un graminé. On pourrait injecter des protéines de salive de chat, des protéines retrouvées dans les déjections d'acariens. Donc, tout ce qui peut nous rendre allergiques. On peut en injecter une mini-dose sous la peau du patient. Puis, on va aussi injecter comme témoin positif de l'histamine. Okay? L'histamine, c'est une molécule qui est pro-inflammatoire. Donc, si on injecte ça sous la peau, ça va provoquer une réaction d'inflammation. On va aussi injecter de l'eau. Et quand on injecte de l'eau, il ne devrait pas y avoir de réaction, donc ça va agir comme notre témoin négatif. Donc, si on regarde le dos de la personne, okay, on peut voir okay, toutes les substances okay, qui ont rendu la personne allergique. Okay? Donc, quand on voit une bosse comme ça qui apparaît, ça gonfle, c'est chaud, c'est rouge. Donc, c'est un signe que la personne est allergique à cette substance-là. Puis le pauvre gars, il est allergique à une belle collection de molécules. D'accord? Un autre type d'hypersensibilité, puis on va revenir là-dessus avec une image, là, c'est l'hyperbilirubinémie okay, ou l'incompatibilité Rhesus. On en a déjà parlé dans une capsule précédente. C'est lorsque la maman, par exemple, elle est du groupe sanguin ou du groupe Rhesus négatif. Okay? Donc, O négatif, O négatif, peu importe. Okay? Il faut qu'elle soit Rhesus négatif et que son conjoint, okay, lui, est Rhesus positif. C'est exactement ce qui se passe avec ma conjointe et moi. Moi, je suis B+, ma conjointe est O-. Donc, quand on a eu nos enfants, okay, si nos enfants ont hérité de mes caractéristiques génétiques au niveau du sang, donc ils sont eux aussi Rhesus positifs, ma conjointe à ce moment-là pourrait ou aurait pu les attaquer, okay, soit pendant la grossesse ou après leur naissance. Dans certains cas, ça aurait pu être grave. L'enfant peut mourir, il peut y avoir une fausse couche. Puis dans le cas de mon garçon, le plus vieux, tout ce que ça a causé, c'est une jaunisse. Okay? Parce qu'une jaunisse, dans le fond, c'est les globules rouges, pas les globules rouges, les anticorps de la mère qui s'attaquent aux globules rouges de l'enfant. Et quand les globules rouges éclatent, ça libère beaucoup de bilirubine, puis ça crée cette espèce de teinte-là. Donc, c'est une hypersensibilité dans ce cas-ci. Puis ce qui est particulier, puis c'est drôle, c'est drôle. Il faut relativiser, là. Mais quand un enfant naissant a ça, une jaunisse, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer l'enfant dans une espèce de petit incubateur sous des lampes UV avec des petites lunettes, là, comme s'il se faisait bronzer. Puis ça va aider à éliminer la bilirubine. Bref, on y reviendra. Donc, premier grand groupe, les hypersensibilités. On va voir qu'il y a plein de variantes dans les hypersensibilités, comme l'herbe à puce, par exemple, les réactions que vous pouvez faire à des bijoux, des choses comme ça. On va voir que c'est différents exemples d'hypersensibilité. L'autre principal groupe de dysfonctionnement, ce sont les maladies auto-immunes.
OK? Donc là, des exemples, il y en a plein. OK? On peut penser au diabète de type 1. On peut penser à la sclérose en plaques. Il y a plein de maladies qui attaquent aussi la glande thyroïde, qui peuvent nous causer ou bien de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie. Il y a des maladies auto-immunes comme le vitiligo. Ça, je vous mettrai une photo au montage, là. C'est une maladie qui attaque les mélanocytes dans la peau, OK? Et ça enlève la pigmentation. Cette affection-là, maladie auto-immune, le vitiligo, va être moins apparente chez une personne caucasienne, donc une personne blanche, parce qu'on a déjà la peau très pâle. Mais ça va être beaucoup plus frappant, beaucoup plus marquant chez une personne noire, OK? Parce que le contraste va être plus grand. Il y a d'ailleurs, je veux dire, des personnes, même des mannequins qui en ont tiré un avantage parce que ça leur fait un look unique. Donc, à ce moment-là, la maladie n'est pas mortelle, OK? C'est juste que ça donne une apparence distincte, on va dire comme ça, à la peau. D'autres types de maladies auto-immunes, OK? La maladie de Graves, dans ce cas-là, ce qui est particulier, c'est que les anticorps s'attaquent à la glande thyroïde, mais ils ne la détruisent pas, ils la stimulent. C'est comme si les anticorps auto-immuns, donc des anticorps qui s'attaquent à nous-mêmes, allaient se fixer sur l'interrupteur on-off de la glande thyroïde, mais ils la mettaient tout le temps à on. Donc la glande thyroïde sécrète des tonnes d'hormones thyroïdiennes, qu'on appelle les hormones T3, T4, pas important. Okay? Et ces hormones-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles augmentent votre métabolisme. Donc, les personnes qui font de l'hyperthyroïdie, souvent, vont tout le temps avoir chaud, tout le temps avoir faim. Okay? Je pense que j'ai ça. Okay? J'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps chaud. Donc, j'ai peut-être un peu de ça. La myasthénie, c'est une maladie auto-immune, c'est un petit peu moins drôle. Dans ce cas-là, ça peut provoquer des paralysies parce que ça va bloquer la jonction neuromusculaire. Donc, vous savez, par exemple, quand vous voulez bouger, comme moi je bouge depuis tantôt, là, mais à chaque fois que je fais un mouvement, c'est un message qui est parti de mon cerveau et qui s'est rendu à mes muscles et ces muscles-là réagissent. Mais dans le cas de la myasthénie, okay, ce qui va arriver, c'est que les anticorps vont bloquer okay, la jonction, donc l'endroit où le neurone, donc la cellule nerveuse, libère le message okay, au muscle pour qu'il se contracte. Okay, puis là, je vous le résume. Là. Donc, on empêche cette liaison-là entre le nerf ou entre le neurone et la cellule musculaire. Donc, il peut y avoir des paralysies dans certains cas. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à cette page-là qui explique un petit peu les maladies auto-immunes. C'est quelqu'un que je connais. C'est un chercheur, dans le fond, dans le coin de Québec, qui fait de la recherche sur les maladies auto-immunes. Puis il y a un petit reportage sur lui, c'est super intéressant. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus pour en apprendre plus. L'autre type de réaction disproportionnée de notre système immunitaire, ce sont les réactions liées au HLA ou au CMH. Okay? Le CMH, ça devrait vous sonner des cloches un petit peu. Okay? C'est une molécule que l'on a vue, okay, que nos cellules possèdent et qu'elles utilisent pour présenter des antigènes soit aux cellules T CD4 ou aux cellules T CD8. Mais ce que je n'avais pas dit à l'époque, puis ce qui est important de connaître, c'est que ces protéines-là, okay, CMH1, CMH2, ce sont les protéines qui démontrent la plus grande diversité de toutes les protéines d'un être humain à l'autre. Okay? Donc, ce sont les protéines, les CMH, ou HLA pour la version humaine, là, ce sont ces protéines-là qui sont responsables là vous pouvez l'écrire sur la ligne, du rejet de greffe. Okay? Quand on veut savoir si vous êtes compatible avec quelqu'un pour, je ne sais pas moi, si j'ai besoin d'un rein, puis il y a quelqu'un qui malheureusement a un accident d'auto, mais on récupère ses organes. Donc, on va regarder c'est quoi la collection de CMH différents qu'il a sur ces cellules, CMH1, CMH2, okay? Parce qu'il y a plusieurs, on va dire, sous-catégories de CMH1, plusieurs sous-catégories de CMH2. Et là, on regarde, est-ce que je suis compatible, oui ou non? Si je suis compatible, puis que c'est la bonne taille de l'organe aussi, bien à ce moment-là, je peux recevoir la greffe. Par exemple, OK, mon père et ma mère ont chacun leur collection de CMH. Quand moi, j'ai été conçu, j'ai reçu une partie de cette collection de gènes-là pour mes CMH et de mon père, puis une partie qui vient de ma mère, mais je suis un mélange des deux. Donc, mes propres parents pourraient ne pas être compatibles avec moi parce que moi, je vais peut-être exprimer des protéines qui vont être inconnues par le système immunitaire de ma mère.
OK? Où les cellules de ma mère seraient inconnues pour moi. Donc, si par exemple ma mère me donnait un rein, où je vais être plus noble que ça. Si moi je donnais un rein à ma mère, OK? Peut-être que ma mère rejetterait mon rein parce que moi, sur mes reins, il y a des protéines, CMH1 et CMH2, dont j'ai hérité de mon père. Donc, pour ma mère, c'est aussi étranger qu'une bactérie, donc elle pourrait rejeter. Même principe, moi j'ai un frère, OK? Lui, on a les mêmes parents, mais peut-être que lui a reçu des combinaisons différentes de ces gènes-là. OK? Donc, on est des frères, mais on n'a peut-être pas la compatibilité parfaite pour qu'on puisse se donner un l'autre un poumon, un rein ou quoi que ce soit. OK? Des fois, un parfait étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est même pas près de votre famille, pourrait avoir, un peu comme tirer des billets de la loto, là, vous auriez la même compatibilité, puis là, vous pourriez vous donner un organe, un l'autre, okay, de un à l'autre. Pour les greffes comme telles, okay, il y a 4 types de greffes. La première, c'est une autogreffe. Autogreffe, zéro danger de rejet. Pourquoi? Parce que c'est de vous à vous. Moi, j'ai 2 exemples d'autogreffe à vous donner, 2 exemples que j'ai vécu moi-même. La première, okay, quand j'ai eu mes appareils dentaires, avant de mettre les broches, j'ai eu des greffes de gencives. Okay, parce que mes dents étaient, toute évidence, j'ai eu des broches parce que mes dents n'étaient pas parfaitement alignées. Puis, il y avait des bouts de gencives qui avaient été, on va dire, résorbés un petit peu. Donc, on a pris du tissu au niveau de mon palais, puis on l'a greffé à la base de mes canines inférieures. Donc, ça, c'est une autogreffe. Je ne pouvais pas me rejeter moi-même. Ça aurait vraiment été triste. Okay? Si j'avais rejeté mes propres tissus, ça aurait été le summum du rejet. Okay? Donc, ça, c'est autogreffe. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est au niveau de mon genou, quand j'ai été opéré pour remplacer mon ligament croisé antérieur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un bout de tendon. Okay? Ligament, tendon, ce sont des tissus qui ont des propriétés similaires. Donc, dans mon ischio-jambier, donc le muscle qui est derrière votre cuisse, on a pris un bout de tendon. Okay? Puis là, si vous vous demandez c'est quoi la différence entre un ligament et un tendon, là, un ligament, ça relie 2 os ensemble. Okay? Puis un tendon, ça relie un muscle à un os. Donc, bref, on a pris un bout de tendon, okay, dans mon ischio-jambier et on l'a utilisé pour remplacer mon ligament croisé antérieur qui était brisé. Donc, ça, encore une fois, c'est greffe de moi à moi. Je ne me suis pas rejeté. Tout a bien été. Isogreffe. Okay? Iso, ça, c'est un luxe que c'est pas grand monde qui ont. Une isogreffe, c'est quand vous avez la chance d'avoir un jumeau ou une jumelle, mais identique. Okay? Quand on parle de jumeaux, jumelles identiques, à la base, c'est un spermatozoïde, un ovule, il y a fécondation, et cette cellule-là, éventuellement, se brise et donne 2 enfants. Donc, c'est issu de la même fécondation, puis on a vraiment des clones, okay? Donc jumeaux, jumelles identiques. Donc, ce sont les seules personnes au monde où on pourrait littéralement, bien pas littéralement, là, mais où on pourrait se fermer les yeux, faire une greffe, puis c'est sûr qu'il n'y aura pas de rejet parce qu'ils sont identiques au niveau génétique. Tandis que des jumeaux qui sont non identiques, c'est 2 spermatozoïdes qui ont rencontré 2 ovules différents, mais en même temps, donc lors du même cycle menstruel, et les 2 enfants. Ça peut être, le meilleur exemple, c'est quand tu as des jumeaux, un garçon puis une fille qui naissent en même temps. C'est clairement pas des jumeaux identiques. Ils sont juste nés en même temps. OK? Même principe, il pourrait y avoir 2 gars ou 2 filles qui ne se ressemblent pas du tout. Donc, ce sont des jumeaux, oui, mais pas identiques. Donc, dans ce cas-là, on ne pourrait pas faire des greffes, là, puis pas vérifier à l'avance s'il y avait vraiment compatibilité. Donc, isogreffe, ça nous prend des jumeaux. Allogreffe, allo, ça veut dire différent. Okay? Ça, c'est les greffes les plus communes. Okay? Donc, on trouve un donneur puis un receveur qui sont compatibles. Donc, je vais dire parfois, puis c'est malheureux quand on y pense, okay? Mais à quelque part, c'est noble aussi. Si quelqu'un est dans un accident, si quelqu'un meurt, okay? Et qu'il a signé sa carte de don d'organes, je l'ai fait. À vous de voir si vous voulez le faire vous aussi, mais c'est un bon acte. Okay? Bref. Donc, ils ont signé leur carte. La personne décède. On va, quand on constate le décès, okay, récupérer les organes, okay, cœur, poumon, rein. Il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas tous les détails okay, de cette partie-là de la médecine, mais bref, on va faire une analyse très rapide des composants de CMH. Puis, les personnes qui sont en attente, eux, sont déjà
entrer dans une base de données. Okay? Et là, on regarde s'il y a des matchs. Puis s'il y a des matchs, ben là, il faut réagir vite. Okay? Parce que peut-être que moi, la personne à qui je pourrais donner un poumon, ben, peut-être qu'elle est acétyle, cette personne-là. Okay? Donc, à ce moment-là, il faudra que mon organe soit envoyé par avion très rapidement. Pendant ce temps-là, les gens acétyles vont appeler la personne, vont lui dire, OK, je sais pas moi, dans 4 heures, on t'opère. Fait qu'il faut que ça aille vite. Okay? Donc, allogreffe, c'est d'une personne à l'autre. On doit s'assurer de la compatibilité des CMH, compatibilité groupe sanguin aussi. Parfois, on n'a pas une compatibilité à 100%, et c'est là où on va devoir administrer au patient des immunosuppresseurs. Donc, on va lui donner des médicaments qui vont calmer son système immunitaire pour donner une chance à l'organe de ne pas être rejeté. Okay? Mais quand on agit comme ça, donc ce que l'on fait, c'est que la personne, son système immunitaire ne va pas rejeter l'organe greffé, mais en même temps, plein d'autres micro-organismes ou même des cancers pourraient profiter de cette situation-là et causer des problèmes à la personne. Okay? Donc, avoir une greffe, c'est pas comme une coupe de cheveux. Okay? C'est très compliqué, c'est complexe, c'est risqué, mais si ça peut sauver la vie de la personne, on le fait. Allogreffe. Xénogreffe, là, on est un petit peu plus, on va dire, dans un autre univers, je vais le dire comme ça. Okay? Là, on parle de greffe entre espèces. Donc, souvent de l'animal à l'être humain. Des exemples, les greffes de valves de porc. Donc, littéralement, on peut prendre des valves de cœur d'un porc, d'un cochon, et les greffer à l'être humain. Pourquoi le cochon est un animal où on voit une compatibilité avec l'être humain? Entre autres, les valves de porc, c'est qu'il n'y a pas d'attaque du système immunitaire, donc déjà là, c'est positif. Mais il y a aussi la structure anatomique et la taille des organes, okay, entre un cochon et un être humain. C'est très similaire, puis c'est des tailles qui correspondent bien. Okay? Je pourrais donner un exemple un peu farfelu, là. Supposons qu'on réalise que les souris et les êtres humains, c'est génétiquement identique, pas de danger de rejet. Ouais, mais je ne suis pas sûr si je me fais greffer un cœur de souris que je vais disons, pouvoir courir le marathon demain matin. Okay? Il faut que la taille de l'organe greffé fonctionne avec l'anatomie de la personne qui le reçoit. Okay? Même principe. Je ne sais pas, moi, je pourrais peut-être pas donner un de mes reins à un bébé de 2 mois. Okay? Parce que moi, j'ai un rein adulte, même si on est compatible, pas sûr que ça fonctionnerait. Okay? Donc, il faut qu'il y ait cette compatibilité-là au niveau de la taille. Mais là, les xénogreffes, okay, je vous entends réfléchir à distance. C'est sûr que ça peut amener des problèmes éthiques. Okay? Si vous êtes contre l'utilisation des animaux de laboratoire, la cruauté envers les animaux, je ne sais pas, moi, c'est des considérations religieuses, okay? Juste le fait que ce soit l'animal, le porc, okay? Les juifs, les musulmans qui ne devraient pas ou ne doivent pas en consommer. Donc, je ne sais pas c'est quoi les considérations religieuses face à ça, mais sûrement qu'il y aurait un débat ou un questionnement qui serait soulevé face à ça. Okay? Donc, puis il y a aussi le fait d'élever des animaux peut-être juste dans l'objectif ou dans l'optique de s'en servir comme une banque d'organes. Okay? Donc, il y a plein de considérations éthiques. Puis, un dernier point que je veux dire là, pour les xénogreffes, il faut faire attention à ce qu'on appelle les zoonoses. Donc, est-ce que l'animal pourrait nous transmettre une maladie? C'est bien beau si je reçois des valves de porc, mais si, quand on me greffe ça, ça me transmet, je sais pas moi, une grippe porcine ou une maladie quelconque, bien là, il faut faire attention à ça aussi. Donc, les réactions liées au système HLA, ce sont les rejets de greffe. Le petit dernier, subdivisé en 2 catégories, soit les immunodéficiences primaires et immunodéficiences secondaires. Quand on parle d'immunodéficience primaire, on parle du fait que génétiquement, l'enfant naît avec une faiblesse immunitaire. Okay? Il y a des enfants qui naissent et qui sont incapables d'avoir un système immunitaire normal. Okay? Leur cellule B, leur cellule T ne fonctionnent pas. L'acronyme en anglais, là, les enfants SQUID. Okay? Donc, ils ont un système immunitaire qui est complètement déficient. Il y a des enfants qui naissent, là, rappelez-vous, dans la réponse immunitaire innée, on avait parlé du complément. Il y a des enfants qui naissent
avec une mutation dans certains gènes qui les empêche d'avoir un complément fonctionnel. Donc, ces personnes-là vont avoir d'autres composants du système immunitaire qui fonctionnent, mais le complément ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, ils vont être beaucoup plus susceptibles, vulnérables aux infections bactériennes. Donc, ça, c'est des immunodéficiences primaires. C'est dû à la génétique. Okay? Ce n'est pas de votre faute, vous êtes juste né comme ça. Mais secondaire, c'est quelque chose qui arrive plus tard dans votre vie. Okay? Donner un exemple. Ou en fait, je vais donner l'exemple. On vient de parler des rejets de greffe. Là. Okay? Si je prends des médicaments, okay? Des immunosuppresseurs, donc ça, c'est une immunodéficience secondaire. Okay? J'ai provoqué cette immunodéficience-là. J'ai pris un médicament pour la bonne raison. Là. Okay? J'ai voulu éviter d'avoir un rejet de greffe, donc je prends ces médicaments-là. Mais je me ramasse avec une immunodéficience secondaire. Immunodéficience secondaire aussi, on pourrait parler du sida. Donc ça, c'est suite à une infection. Okay? L'infection par le VIH entraîne une immunodéficience importante qu'on appelle une immunodéficience secondaire. Quel autre exemple je pourrais vous donner? La malnutrition. Okay? Quelqu'un qui se nourrit mal n'a pas tous les éléments nutritifs, minéraux, vitamines dont il a besoin. Son système immunitaire va être moins performant. Okay? Puis souvent, on vous le dit, l'hiver, mangez correctement, mangez des agrumes, buvez du jus d'orange, prenez des suppléments vitaminés pour aller chercher le maximum de minéraux et de vitamines essentielles pour que votre système immunitaire et autres fonctions de votre corps se portent bien. Okay? On pourrait même parler de la fatigue extrême. Okay? Quelqu'un qui s'épuise peut faire en sorte que son système immunitaire va être moins efficace et va être plus vulnérable aux infections. Okay? Vous le savez peut-être, en fin de session, vous êtes fatigué, vous êtes brûlé de vos examens et tout, on tombe malade. Okay? Ça peut s'expliquer comme cela. Quel autre? Malnutrition, j'en ai parlé. Médicaments. On peut parler, je reviens sur les médicaments avec un autre exemple, deux autres exemples en fait. La pompe orange pour l'asthme. Okay? Cette pompe-là, c'est un corticostéroïde, ça bloque la réponse immunitaire au niveau pulmonaire. Mais qu'est-ce que je dois faire après avoir pris cette pompe-là? Il faut que je me rince ma bouche, parce que ça va créer une immunodéficience au niveau buccal. Si je ne rince pas, il y a des bactéries qui vont en profiter, il y a des levures qui vont en profiter pour causer une infection. Dernier exemple pour les immunodéficiences secondaires, c'est lorsque quelqu'un reçoit une injection de cortisone. La cortisone, c'est pour, encore une fois, bloquer une réponse inflammatoire. Donc, les gens peuvent recevoir ça dans les articulations s'ils se sont blessés ou s'ils font de l'arthrose. Mais quand on injecte ça, les médecins vont vous avertir de surveiller l'endroit où on a injecté parce qu'on a, dans le fond, perforé la peau. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des bactéries qui rentrent dans la plaie. Et comme on injecte un corticostéroïde, la cortisone, la réponse immunitaire, puis là je pointe mon épaule parce que j'ai déjà eu des injections de cortisone dans l'épaule, donc on va bloquer la réponse immunitaire ici pour stopper l'inflammation, mais si la bactérie est entrée, elle va être à l'abri du système immunitaire, donc ça se pourrait qu'elle se développe et qu'elle crée une infection locale. Okay? Donc ça, c'est des exemples d'immunodéficience secondaire. Je reviens sur les hypersensibilités, sur les 4 sous-catégories. Okay? La première, l'hypersensibilité de type 1, encore une fois, ce sont les allergies. Les allergies sont dues aux anticorps de type IgE. Les IgE sont captés par les mastocytes libèrent de l'histamine, on a les symptômes de l'allergie. Les yeux qui coulent ou qui piquent, le nez qui coule, on éternue, des rash, des rougeurs sur la peau. Des fois, ça peut attaquer même les voies respiratoires dans les cas les plus graves, mais c'est tout le temps dû aux IgE. Type 2, ça va être les IgG ou les IgM qui vont être responsables. Plusieurs exemples qu'on pourrait mettre là-dedans. En fait, certains types de maladies auto-immunes peuvent fitter là-dedans, mais on a aussi l'incompatibilité rhésus, donc la maman, symbole féminin, donc qui est RH négatif. On a un papa qui est RH positif. Dans ce cas-ci, si le bébé, je vais faire ça ici, donc bébé est RH positif, donc la mère pourrait avoir des IgE qui attaqueraient, IgG ou IgM, donc IgG ou IgM qui attaqueraient le bébé. Donc ça, c'est une hypersensibilité de type 2. Complexe immun. Complexe immun, dans le fond, c'est quand vous avez plein d'anticorps
qui se lie à plein d'antigènes. Ces complexes immuns-là se fixent dans les tissus et causent des problèmes. Donc, on pourrait avoir des problèmes au niveau circulatoire, on peut avoir des problèmes au niveau des reins. L'arthrite rhumatoïde, c'est dû à des complexes immuns qui se déposent dans les articulations. Votre système immunitaire tente de les éliminer et à ce moment-là, ça crée beaucoup d'inflammation. Donc, ça, c'est une hypersensibilité à complexe immun. Donc, un regroupement d'anticorps qui se fixent à des antigènes. L'hypersensibilité retardée, là, on n'est plus dans les anticorps du tout. Là, dans ce cas-ci, ça va être les cellules T qui vont être responsables de ça. Et un exemple d'hypersensibilité retardée, puis pourquoi retardée? Je donne une comparaison. Les allergies, là, combien de temps ça prend avant que vous ayez des réactions allergiques quand vous êtes en présence de votre allergène? Moi, si je vais chez vous et vous avez un chat, en dedans de, je ne sais pas moi, de quelques minutes à peut-être 1 heure, je vais le savoir que je suis en présence d'un chat, même si je n'ai pas vu le chat, parce que je vais avoir une réponse rapide. Quelqu'un qui mange des arachides et qui est allergique, ou qui mange un aliment dans lequel il y a des arachides et il ne savait pas, ça peut être quelques minutes, quelques secondes. Ça peut être extrêmement rapide. Donc ça, c'est presque instantané. Retardé, ça peut prendre 24-48 heures avant de se produire. Et là, je vais donner des exemples de ça. Puis il y a des exemples que je vais donner, beaucoup de gens les confondent avec les allergies. L'image que vous voyez à droite, c'est mon pied droit. Vous allez dire, oh my God, c'est pas super beau. Qu'est-ce qui est arrivé là? C'est de l'herbe à puce. Donc, j'ai probablement passé dans un champ quand je faisais du jogging ou je ne sais pas quoi. Puis, je suis entré en contact avec la sève de ces plantes-là et ça a provoqué la grosse réponse inflammatoire qu'on voit ici. Donc, dans ce cas-ci, ce sont mes cellules T qui se sont mis à capoter et ce n'est pas dans les minutes qui ont suivi le contact avec la plante. C'est peut-être juste le lendemain ou le surlendemain que j'ai commencé à voir ça. L'image que vous voyez, c'est peut-être 1 semaine plus tard. Donc là, on voit vraiment des espèces de bulles de liquide. C'est pas beau, là. J'ai mis plein de calamine parce que ça pique, c'est pas le fun. Donc ça, c'est l'herbe à puce. Donc ça, on n'est pas allergique à l'herbe à puce. Ce sont nos cellules T qui réagissent à ça. D'autres exemples d'hypersensibilité retardée. Si vous avez déjà réagi, par exemple, à une boucle d'oreille, à un bracelet, une montre, un collier, un pendentif quelconque, puis ça fait toujours des gros spots rouges, c'est parce que vous avez une réaction d'hypersensibilité. Il y a des ions dans le métal de votre bijou qui se libèrent dans votre peau et vos cellules T n'aiment pas ça et réagissent. Moi, j'ai déjà eu un collier que j'avais acheté au Pérou, je trouvais ça super beau. Mais à chaque fois que je le mettais, je ne m'en rendais pas compte sur le coup. Mais le lendemain ou le surlendemain, j'avais tout le temps un gros spot rouge tout le temps au même spot. C'était étrange. Puis à un moment donné, j'ai fait le lien entre le fait que je portais le collier et que 2 jours plus tard, j'avais cette réaction-là. Donc ça, c'est de l'hypersensibilité retardée. Même principe si vous avez des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Autre exemple, le latex. Que ce soit par exemple quand vous mettez des gants, je sais pas moi, des gants de vaisselle, des gants de laboratoire, un condom, ou tout autre objet fait de latex. Là, pensez ce que vous voulez. Donc, il y a des gens qui réagissent à ça. Ce n'est pas une allergie au latex, c'est une hypersensibilité. Votre corps ou vos cellules T réagissent à cette substance-là. Donc, herbe à puce, latex, je l'ai dit l'autre. Voyons. Herbe à puce, latex, puis les bijoux, voilà, qui sont des réponses retardées. La génétique et les maladies allergiques. Le rhume des foins et l'asthme sont clairement héréditaires. Donc, si vos parents, par exemple, sont allergiques à certains graminées, ont le rhume des foins, il y a de très fortes chances que vous l'ayez aussi. Même principe pour l'asthme. Donc, les enfants dont un des 2 parents est allergique ont 30% de risque de souffrir d'une maladie allergique aussi. Tandis que les enfants dont les 2 parents ont des allergies, tu as une chance sur 2, toi aussi, d'avoir l'allergie. Mais, ça c'est important. L'allergie, c'est une chose, mais l'environnement joue aussi un très grand rôle. On s'entend là, donner des exemples. Là, je vais parler comme mes parents, là, mais dans mon temps, il n'y avait pas autant d'allergies aux arachides, il n'y avait pas autant d'allergies au gluten, il n'y avait pas autant d'allergies à plein d'affaires.
Moi, j'avais le droit, quand j'allais à l'école, de manger un sandwich au beurre de pinot dans ma classe. J'avais le droit de manger une sandwich aux œufs dans ma classe. J'avais le droit d'amener des noix. J'avais le droit d'amener pas mal ce que je voulais. OK? Maintenant, je veux dire, quand moi, mes enfants ont été pour la première fois dans un service de garde, tu rentres et tu as la liste des enfants avec leurs allergies. C'est comme, oh my God, OK, s'il y était 60 enfants dans la garderie, je pense qu'il devait y avoir 80 allergies différentes. Parce qu'il y avait peut-être 2 allergies par enfant. OK? C'est incroyable. Donc, c'est pas juste la génétique, là. OK? Le temps d'une génération, la génétique de l'espèce humaine n'a pas eu le temps de changer tant que ça, là. OK? Fait que oui, il y a une composante génétique qui va être un facteur aggravant, mais l'environnement dans lequel on vit, il y est pour quelque chose. C'est pas normal, OK, que dans, on va dire, dans une province, dans une région d'un pays, en dedans de, on va dire, donc une génération, on va dire 25-30 ans, tu as une proportion d'enfants avec des allergies qui soit passée de 1 par, je sais pas moi, 200 enfants à 1 sur 2. OK? Puis il y a des enfants qui collectionnent, comme je disais, les allergies. Il y a une personne que je connais, ça doit être très compliqué de faire l'épicerie chez eux parce qu'il va réagir à plein de céréales, donc le blé, il va réagir aux œufs, au lait. Puis là, au lait, là, je ne parle pas juste d'intolérance, vraiment d'une allergie. Écoutez, je ne veux même pas imaginer. Donc, c'est triste en même temps pour la personne, parce que les allergies alimentaires, ça peut être très dangereux, donc il faut faire extrêmement attention à tout. Okay? Mais ce n'est pas juste une raison génétique, il y a vraiment quelque chose dans l'environnement. Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est des substances chimiques? On ne le sait pas. Okay? Du moins, on ne le sait pas encore. Donc, il y a une composante environnementale qui joue sur les allergies. Ça serait un drame pour moi éventuellement, quoique je commence à devenir de plus en plus adepte de la nourriture vegan, mais j'aime encore manger de la viande. Okay? Il y a une tique aux États-Unis, c'est relativement nouveau. Okay? Lorsqu'elle elle vous pique, elle vous mord, okay? Elle peut entraîner par votre système immunitaire une réaction croisée. Une réaction croisée, c'est quoi? C'est que, on va dire par exemple, j'ai 2 crayons. Ça ici, ça rentre dans mon corps, puis je deviens allergique à ça, au crayon bleu. Okay? Mais mon corps était déjà habitué au crayon noir, fait que ça ne le dérangeait pas normalement, mais par réaction croisée, okay, mon système immunitaire qui a reconnu ce crayon-là pourrait maintenant reconnaître le crayon noir. Okay? Il y a plein d'exemples de réactions croisées là, qui existent. Il y a des gens, par exemple, qui vont se faire infecter par des bactéries de type streptocoque et qui vont développer une maladie immune par réaction croisée. Donc, la bactérie réveille quelque chose dans votre système immunitaire et votre système immunitaire s'attaque à autre chose par la suite. Donc, c'est ça une réaction croisée. Donc, dans ce cas-ci, okay, la tique entraîne une réaction croisée contre un glucide, donc un sucre, retrouvé sur les cellules animales. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Ben, si vous mangez, par exemple, la viande, okay, de bœuf ou de porc, ben, vous allez avoir une réaction allergique. Okay? Donc, vous ne l'étiez pas avant. Vous avez toujours mangé votre steak, votre bœuf haché, etc. Tout allait bien. Après la piqûre d'une tique comme celle-là, bien là, vous allez avoir de l'urticaire, des mangeaisons, vomissements, diarrhée, puis peut-être même un choc anaphylactique. Okay? Donc, une grosse réponse immunitaire. Vous allez avoir besoin d'une épipène. C'est très grave. Okay? Donc, cette tique-là, okay, ça peut être le cauchemar des gens carnivores là, parce que ça ferait en sorte que vous ne pourriez plus manger de viande, du moins certaines viandes. Okay? Voilà. En fait, les seules viandes que vous pourriez manger encore, c'est la volaille, fait que c'est encore pas super, du poisson. Vous pourriez manger du singe. Okay? Et là, ça me fait un peu peur. Okay? Je ne veux pas imaginer ça, mais vous pourriez manger de l'être humain. On n'est pas rendu là. Okay? Ce n'est pas un conseil culinaire que je vous donne. Okay? Mais l'être humain n'a pas cette protéine-là ou ce sucre-là, pardon. Donc, si on mangeait de l'être humain, même après avoir été piqué par la tique, on n'aurait pas de réaction allergique. Vous auriez un problème mental peut-être, okay, mais pas de réaction allergique. Allergie et, 3 petits points, relations sexuelles. Okay, ce n'est pas des farces que je vous dis, mais par une relation sexuelle, okay, on pourrait transmettre des allergènes et ça pourrait provoquer une réaction allergique chez notre partenaire. Je m'explique avec des exemples. Donc, certains allergènes, okay, comme la noix du Brésil ou la pénicilline, okay, supposons que, on va dire, ma conjointe okay, est allergique aux noix du Brésil. Moi, je suis allé, je sais pas, dans une soirée entre amis, puis vu que ma blonde n'est pas là,
puis que j'aime les noix du Brésil, mais j'ai décidé d'en manger. OK? Donc, ça va dans mon système. Il y a des allergènes qui sont présents dans mon système. Pour moi, c'est juste des molécules, mais pour ma blonde, ça deviendrait allergique. Si on a une relation sexuelle, OK, par le sperme, ça pourrait provoquer le transfert d'allergènes chez ma conjointe et elle pourrait avoir une réaction allergique. Même principe pour la pénicilline. OK? Si une personne prend de la pénicilline et que son conjoint, sa conjointe est allergique, bien, il pourrait y avoir transfert de la pénicilline, OK? Et il pourrait y avoir réaction allergique comme ça. Il y a littéralement aussi des personnes, OK, hommes ou femmes, qui vont être allergiques au sperme. OK? Donc, ça peut être au liquide séminal, ce qui peut arriver. OK? Donc, il va y avoir des écoulements, si c'est au niveau vaginal, il va y avoir des écoulements vaginaux. En tout cas, anal, il pourrait y avoir des écoulements anal, mais peu importe, là, je ne vais pas aller dans les détails. Ce n'est pas un cours de sexualité. Donc, ce qui peut arriver, okay, c'est que les personnes vont penser qu'elles ont une infection. Okay? Vont dire, j'ai une infection à l'ovule, j'ai une infection bactérienne ou quoi que ce soit, mais dans le fond, ce n'est pas une infection, c'est réellement une réaction allergique. Le corps rejette, okay, ou réagit à la présence de protéines particulières dans le sperme. Et une des causes possibles, ça va paraître bizarre, là, ça serait une réaction croisée. Donc, quand la personne, okay, est allergique au sperme, c'est une réaction croisée potentielle entre un antigène prostatique humain, okay, donc une protéine qui est produite par la prostate chez l'homme, et un allergène de poil de chien mâle. Ce que ça veut dire, c'est que si une femme, par exemple, a déjà eu un chien mâle dans sa vie, elle a été en contact avec ce chien-là, son corps a produit des protéines, des anticorps contre certaines protéines du poil de chien, et là, ces mêmes protéines-là, ces mêmes anticorps-là réagissent contre vos protéines, je dis vos, là, donc contre les protéines présentes dans le sperme de leur conjoint. Quand même capoté quand on y pense. Hypersensibilité, dans ce cas-ci, c'est une hypersensibilité de type 2. OK, regardez la pauvre petite fille là, qui a été attaquée, je dis attaquée, c'est une façon de parler, là. Le sang de sa mère, OK, l'a attaquée. Donc, la mère a produit des anticorps de type IgG ou IgM, OK, qui attaquaient le facteur Rhésus plus présent sur les globules rouges de cette petite fille-là. OK, donc, la mère de cette petite fille-là était RH-, le papa était RH+. Dans le fond, ça pourrait être le couple qu'on voit ici, là. Donc, maman RH-, papa RH+. Les anticorps de la mère ont passé via le placenta et dans le cordon ombilical, okay, et ont atteint le bébé. Ces anticorps-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un peu comme on le voit ici, là. Okay, donc, la mère, okay, les petits symboles que vous voyez, ce sont les anticorps, là. Donc, des anticorps anti-Rhésus+, la mère détecte ces protéines-là comme étant étrangères et via le placenta, elle attaque son bébé. Donc, ce qui est arrivé ici, c'est une jaunisse très grave. C'est un stade assez important, on va le dire comme ça. On voit beaucoup d'œdème au niveau de l'abdomen aussi. Donc, les globules rouges de l'enfant sont attaqués. On espère qu'ils ont réussi là, à sauver l'enfant. Mais c'est quand même assez intense là, comme réaction. Donc, ça, c'est une hypersensibilité de type 2. Les enfants, maintenant, okay, en fait, depuis l'arrivée de ce produit-là, okay, le Winro. Le Winro, dans le fond, ce que ça fait, okay, on va prendre l'exemple ici, là. Bébé RH+, maman RH-. Lors d'un premier accouchement, par exemple, il y a du sang du bébé qui est en contact avec le sang de la mère. La mère va produire des anticorps anti-RH. Mais pour prévenir ça, okay, ce qu'on va administrer à la maman, okay, c'est des anticorps comme celle-là. Comme ceux-là, pardon. Ces anticorps-là vont bloquer les globules rouges du bébé. Donc, la mère n'aura jamais la chance de les détecter et n'aura jamais la chance de développer elle-même ces anticorps anti-RH. Donc, lors d'une deuxième, troisième, quatrième grossesse, si les enfants sont aussi RH+, elle ne va pas les attaquer et elle ne va pas les rejeter. Depuis qu'on a introduit le Winro, là, on voit déjà là, que dans les années 50, 60, 70, il y avait déjà une amélioration au niveau de la mortalité due à la maladie hémolytique du nouveau-né, donc due à une attaque Rhésus, parce que les soins de santé s'amélioraient et tout. Mais en introduisant le Winro, boum, on a atteint pratiquement zéro. Donc, il n'y a plus vraiment d'enfants qui meurent de ces complications-là.
parce qu'en administrant des anticorps comme ceux-là, okay, donc une immunisation artificielle passive, okay, les enfants sont sauvés parce que la mère ne réagit plus contre les globules rouges de son enfant. Ça, c'est une super bonne nouvelle, c'est une super invention, on s'entend là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver? Supposons, là, vous aimez les chats, okay? Vous voulez des chats, mais vous êtes allergique, vous êtes gravement allergique. Okay? Ou, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes allergique au venin d'abeille, mais vous aimez les fleurs, vous aimez vous promener en forêt, puis vous avez peur tout le temps de vous faire piquer, puis de presque en mourir. Okay? Donc, il y a des traitements qu'on peut faire. Okay? Ce qu'on appelle de l'immunothérapie au moyen d'extrait d'allergènes. Okay? Ce qu'on va faire, okay? Puis moi, il y a un de mes enfants qui a déjà subi ce traitement-là, je vais en parler tantôt. Là. Mais au départ, ce qu'on peut faire, okay? Vous allez le voir avec l'image à droite, c'est qu'on combat un peu le feu par le feu. Les allergènes, souvent, rentrent dans votre corps par les muqueuses, par les yeux ou par un contact avec la peau. Okay? Ces contacts-là, okay, entraînent tout le temps ou souvent la production. Okay, on se rappelle, les allergies, ce sont les IgE. Donc, les IgE sont produits et c'est ce qui provoque l'allergie. Mais qu'est-ce qui arriverait si je prenais le même allergène, puis au lieu de le mettre dans vos muqueuses ou sur votre peau, je l'injectais dans votre sang? Okay? Là, ça ne sera pas des IgE qui vont être produits, ça va être des IgG. Les IgG ne réagissent pas avec les mastocytes. Donc, il n'y a pas de libération d'histamine quand un IgG se fixe à un allergène. Okay? Par exemple, l'IgE, là. Okay? J'inhale du pollen, je suis allergique au pollen. Donc, l'IgE capte le pollen, puis vous allez avoir votre mastocyte, okay, qui va capter cet anticorps-là, puis il va libérer son histamine, et là, vous allez avoir l'allergie. Mais si c'est un IgG, donc ça, c'est un IgE, puis si c'est un IgG qui capte l'allergène, okay, ben à ce moment-là, le mastocyte ne va pas s'attaquer ou ne va pas reconnaître l'IgG, donc il n'y aura pas de libération d'histamine, donc pas de réaction allergène. Donc, je reviens sur, pas l'expérience, mais sur le traitement. Au départ, par exemple, vous êtes allergique au chat. On va vous injecter à intervalles réguliers, okay, des allergènes de chat. Éventuellement, on va espacer. Là, au lieu d'être à, je sais pas moi, chaque semaine, ça va être aux 2 semaines, après ça au mois, peu importe. Ça peut durer 1 an ou 2 le traitement. Okay? Au début, c'est sûr qu'il y a un petit spike, okay, une petite augmentation des IgE produits qu'on peut mesurer dans votre sang, mais éventuellement, ça diminue. Et qu'est-ce qui augmente? Les IgG. Donc, quand on arrive ici, on a beaucoup plus d'IgG que d'IgE. Donc, quand l'allergène va entrer dans votre corps, il va être capté en plus grand nombre par les IgG que par les IgE. Donc, vos symptômes allergiques vont être moindres. Mon fils, lui, a subi des traitements d'immunothérapie contre des allergies, mais avec du Horalaire. Puis le Horalaire, c'est contre des graminées, c'est contre différents types de pollen. Puis pour vrai, comment ça fonctionne? Ce n'est pas des injections dans ce cas-là, c'est une petite pilule qu'on met sous la langue, on la laisse dissoudre, puis l'enfant avale ça, puis ça rentre dans son système. Okay? Ce qui est particulier, là, puis je capotais, tu regardes le contenu de la pilule, puis là, il y a du pollen de bouleau, du pollen de telle plante, de telle plante. Puis ça coûtait extrêmement cher. Je suis comme, my God, que ça coûte cher, okay, pour des pilules de gazon, j'appelais ça comme ça. Mais en même temps, quand tu vois ton enfant qui souffre, puis là, souffrir, là, bon, c'est une allergie, là, mais quand même, c'est pénible pour lui. Okay? Les gens qui sont vraiment allergiques, pour vrai, des fois, n'aiment pas l'été, juste à cause de ça. Okay? Donc, les traitements, ça se faisait surtout au mois de janvier, donc on préparait son corps, puis arrivait l'été, puis c'était un petit peu moins pire. Okay? C'était pas encore 100% fonctionnel, mais c'était déjà moins pire un petit peu. Donc, ça, c'est des immunothérapies pour se débarrasser d'allergies. Maladie auto-immune due à des réactions croisées avec des micro-organismes, j'en ai glissé un mot. Okay? Parfois, notre microbiote, c'est bien, okay? Mais dans le cas de l'arthrite rhumatoïde, parfois, okay? Et c'est malheureux, il y a certaines bactéries, entre autres, okay? Du microbiote intestinal, okay? Qui vont produire des protéines qui ont des similitudes avec des protéines retrouvées dans vos articulations. Et là, quand votre système immunitaire attaque la bactérie, bien, par réaction croisée, c'est plate, mais vous allez attaquer aussi vos articulations, donc ça va provoquer de l'arthrite rhumatoïde en raison d'une réaction croisée avec les micro-organismes présents dans votre corps.
Le lupus érythémateux disséminé, okay, ou le LED, là on parle, okay, c'est intéressant parce que là on parle de bactéries buccales. Okay? Donc des bactéries de votre bouche ou de votre peau ou de l'intestin qui vont produire une protéine, okay, ou une protéine similaire à la protéine humaine RO60. Okay? Encore une fois, en produisant cette protéine-là, okay, ça va provoquer des réactions croisées et là, le lupus, ça peut s'attaquer à pas mal tous vos tissus. Okay? C'est une maladie auto-immune qui s'attaque à plein de cellules différentes. Un des symptômes fréquents, c'est vraiment l'espèce de forme de papillon ici, de la rougeur qui est là. Okay? C'est vraiment un symptôme typique du lupus. Okay? Le lupus, si on veut le traiter, bien, ça va prendre des immunosuppresseurs. Okay? Mais si on a un immunosuppresseur, on diminue l'impact du lupus sur notre vie, mais on est sujet à plus d'infections microbiennes ou à des types de cancers. Okay? Donc, ce n'est pas une maladie que vous voulez. C'est triste un petit peu comme maladie. Là. Sclérose en plaques, okay? Dans ce cas-là, juste faire un petit dessin bien simple. Là. Quand on a, par exemple, des cellules nerveuses, sur certaines cellules nerveuses, on va avoir ce qu'on appelle des gaines de myéline. Okay? Donc ça isole, ça protège et ça permet la transmission de l'influx nerveux de façon plus efficace. Mais parfois, okay, les cellules T, okay, des personnes, je vais effacer puis ça ne marche pas là. Donc les cellules immunitaires vont attaquer la gaine de myéline et l'influx nerveux ne circulera plus. Donc, quand on fait de la sclérose en plaques et que les gaines de myéline sont atteintes, bien, la transmission de l'influx nerveux ne se fait pas. Donc, ce qui peut arriver, malheureusement, ce sont des paralysies. Okay? Et encore une fois, okay, on pourrait... comment je pourrais dire? Je vais lire l'énoncé. Donc, les cellules T isolées du liquide cérébrospinal. Donc, ça, c'est un liquide qui protège votre cerveau et votre colonne... pas la colonne vertébrale. Votre moelle épinière, voilà. Okay? Donc, de patients souffrant de sclérose en plaques réagissent contre la protéine humaine GDPL fucose synthase et la version bactérienne produite par des bactéries du microbiote intestinal. Donc, encore une fois, il y aurait peut-être l'implication de certaines bactéries du microbiote dans le développement d'une maladie comme celle-là. Donc, quand je vous dis que votre microbiote, c'est important, ben, des fois, on a le mauvais microbiote et ça a des conséquences auto-immunes. Sclérose en plaques, lupus, arthrite rhumatoïde, ce sont des maladies auto-immunes qui sont dues à des micro-organismes présents sur vous. Ça termine ce chapitre. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite à aller fouiller plusieurs liens sur lesquels je n'ai pas cliqué. Là. Des fois, c'est des vidéos, des articles. Prenez le temps d'aller voir ça, d'ajouter à vos connaissances. Vous allez, dans le fond, en être gagnant, parce que plus vous en apprenez, meilleur vous devenez. Donc, faites votre glossaire et je vous souhaite une belle fin de journée.